Salut tout le monde! Je vais enfin parler des différentes formes de pouvoir en essayant de les mettre en perspective avec l'état des sociétés dans lesquelles ces pouvoirs se développent. Je vais me concentrer ici sur le pouvoir politique, et sachez que je ferai prochainement d'autres vidéos pour interconnecter le pouvoir politique avec d'autres pouvoirs comme le pouvoir médiatique, le pouvoir judiciaire, les pouvoirs régaliens ou le pouvoir financier. Allez, 1, 2, 3, c'est parti pour les différentes formes de pouvoir politique. Attention, je précise tout de suite que je vais être très schématique sur des notions qui ne le sont pas forcément. N'hésitez pas à me demander des précisions dans les commentaires ou à les apporter vous-même si vous êtes calé sur les questions traitées. Bon alors tout d'abord, quel est le rôle des institutions politiques? Pour faire simple, elles servent principalement à organiser les communautés humaines, que ce soit à l'échelle d'une tribu avec une organisation très basique, ou à l'échelle de fédérations complexes telles que les États-Unis d'Amérique, les hommes ont besoin de s'organiser pour prendre des décisions. En acceptant tous la même organisation, une communauté définie par des frontières ou non, limite ainsi les conflits internes. A l'inverse, les tensions augmentent quand l'organisation choisie ne correspond plus aux attentes d'une part non négligeable d'une ou plusieurs fractions de la société. Je vais éviter de parler des systèmes tribaux car je les connais très mal et je vais plutôt m'intéresser aux principaux systèmes mis en place ou intellectualisés à différentes échelles. Je pense qu'il existe 4 principales formes de pouvoir qui correspondent à des niveaux successifs d'évolution des sociétés, et je vais vous montrer que selon moi, nous avons encore du chemin à parcourir pour obtenir une maturité politique. Certaines communautés étaient même, par le passé, plus avancées si l'on ne considère que cet aspect. Selon moi, la première étape correspond à une organisation autour d'un chef. Cette organisation primaire permet de faciliter la prise de décision et fonctionne aussi bien à l'échelle de petites communautés qu'à l'échelle de nations ou d'empires. Ce système politique correspond à ce que l'on appelle communément une monarchie. La royauté est une forme de monarchie, mais c'est loin d'être la seule. Et contrairement à la vision très française de ce pouvoir, la monarchie n'est pas forcément héréditaire. Par exemple, pour rester près de chez nous, les Gaulois ou les Vénitiens procédaient à des élections pour choisir leur chef. Et dans des sociétés plus anciennes, il était fréquent que le pouvoir soit attribué aux plus forts ou aux plus sages. Par ailleurs, les monarques peuvent avoir plus ou moins de pouvoir. Lorsque leur pouvoir est illimité, on parle de despotes ou de tyrans. Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont alors dans leurs mains et ils font un peu presque tout ce qu'ils ont envie, comme classiquement se faire construire des palais ou des tombeaux à leur mesure ou faire des guerres. Parmi les despotes, on a les dictateurs qui peuvent prendre le pouvoir lorsque l'État est menacé, comme par exemple lors d'une guerre civile, ce qui était le cas des consuls et généraux romains en cas de graves problèmes, mais ils peuvent aussi prendre le pouvoir juste parce qu'ils l'ont décidé. Un peu moins autoritaire que le système despotique, nous avons le système de monarchie absolue. On se rappelle tous de Louis XIV, le roi Soleil, rien que ça. Son pouvoir n'était cependant pas illimité car il était soumis aux lois fondamentales du royaume de France, c'est-à-dire aux traditions formalisées sous forme écrite. Un troisième terme communément employé pour parler d'un monarque est empereur. Ce terme signifie simplement que le monarque est à la tête d'un ensemble de nations. J'en profite pour préciser que Jules César n'était pas empereur, mais dictateur à vie. Le premier empereur romain fut Auguste en 27 avant Jésus-Christ. Ces trois cas, despotisme, monarchie absolue et empire, présentent des avantages ou des désavantages selon ce que l'on considère. Les prises de décision sont ainsi plus rapides, l'implication de la population dans les affaires politiques est faible, voire nulle, donc son éducation n'est pas une priorité, et le culte de la personnalité permet, lorsque tout se passe bien, de garder le territoire uni autour d'un chef. A l'inverse, lorsque le chef n'est pas à la hauteur de son rang, la population trouvera plus de légitimité à se révolter en comparaison d'un système représentatif tel que celui que nous avons aujourd'hui. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres, bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Un dernier cas de monarchie faisant la transition avec le deuxième niveau d'organisation politique est la monarchie constitutionnelle. Dans ce cas, le pouvoir du monarque est généralement limité à l'exécutif et partagé avec un premier ministre, tandis que le pouvoir législatif est dans les mains d'un parlement. La première monarchie constitutionnelle mise en place fut celle du Royaume-Uni en 1689. Un siècle avant la Révolution française donc, alors que notre pays était alors sous le règne de notre cher roi Soleil. La plus récente fut quant à elle mise en place en 2014 en Thaïlande. 37 des 39 monarchies constitutionnelles fonctionnent avec un parlement. Il n'existe que 2 monarchies constitutionnelles aujourd'hui qui n'ont pas de régime parlementaire. Il s'agit des Émirats Arabes Unis depuis 1971 et de la Thaïlande depuis 2014. Et 5 de ces monarchies sont électives alors que les autres sont héréditaires.
Enfin, outre ces monarchies reconnues, il existe de nombreux pays dans lesquels le pouvoir supporte difficilement l'opposition et qui sont donc considérés comme des dictatures. Mais comme la définition est assez floue et dépend de qui définit ces pays comme dictature, je ne vais pas rentrer dans les détails et juste vous en montrer quelques-uns sur cette carte. Vous n'avez que quelques secondes pour les regarder, c'est bon, on enchaîne. Be you, be proud of you because you can do what we want to do. Après la monarchie, qui est le pouvoir entre les mains d'un seul, nous avons l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir entre les mains de quelques-uns. C'est également ce que sont en réalité les monarchies constitutionnelles dont nous venons de parler, mais c'est surtout ce que sont les démocraties dites représentatives, telles qu'elles sont aujourd'hui. Elles ont d'ailleurs été souhaitées pour cette raison par les élites qui ont renversé les monarchies en place. Rousseau écrivait à d'Alembert: jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une république, les lois sont faites par qui? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. Voilà pourquoi Thierry est républicain. Je ne vais pas détailler les pays qui sont dans un système oligarchique, car il s'agit en réalité de tous les pays qui ne sont pas entre les mains d'un despote, donc globalement tous les pays qui n'étaient pas de dictature en orange sur la carte précédente. Le système oligarchique présente comme la monarchie des avantages et des désavantages. Tout d'abord, il permet généralement la mise en place d'un état de droit avec une séparation au moins partielle du pouvoir judiciaire et des pouvoirs exécutifs et législatifs. La population possède le droit de voter pour choisir ses représentants, mais le choix par élection à l'échelle d'une nation réserve souvent les postes de parlementaires aux plus riches, qui ont le temps et les moyens de mener une campagne efficacement, aux candidats soutenus par les médias, qui sont les plus connus par les électeurs, et aux candidats les plus avides de pouvoir, qui sont prêts à faire tous les coups bas nécessaires à leur élection. La légitimité du pouvoir dans un système dit représentatif est plus compliquée à remettre en cause par la population, car elle a elle-même choisi ses représentants, et enfin, les prises de décision sont plus lentes que dans un système monarchique, mais n'en restent pas pour le moins fréquentes. Les oligarchies actuelles sont souvent des plutocraties, avec un pouvoir réparti entre les mains des plus riches, que ce soit directement en devenant élus, ou indirectement en tenant les rênes d'institutions primordiales lors d'élections, comme les médias ou les banques. Mais d'autres discriminations telles que l'âge, le sexe ou le niveau d'études participent aussi à la non-représentation de la population, sans même évoquer les votes de loi ou l'application de traités contraires à la volonté du plus grand nombre. Par le passé, le système oligarchique s'est appuyé sur des suffrages censitaires qui réservaient le droit de vote aux personnes payant un certain seuil d'impôt direct, ou des suffrages capacitaires n'autorisant à voter que des personnes sachant lire et écrire. La démocratisation de l'instruction a rendu le deuxième type de suffrage inutile dans nos sociétés modernes, tandis que l'expérience a montré que les citoyens ne votaient pas pour des personnes de leur catégorie sociale, autorisant ainsi la mise en place du suffrage universel, y compris pour les femmes plus tardivement. Bon, suffrage universel. Qu'est-ce que peut bien être le suffrage universel dans cette France qui est presque totalement analphabète? Il y a 85% des Français qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que quand on annonce suffrage universel, et tout le monde peut voter, très peu de gens votent. Il y avait environ 5 millions ou 5 à 6 millions d'électeurs qui pouvaient être inscrits, enfin qui étaient des Français qui avaient âge de voter. Il y aura 1 300 000, pas plus, qui voteront. La plupart ne votent pas, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, ces pauvres paysans. Et ceux qui vont voter, ce sont ceux qui sont encore dociles à leurs notables, les nouveaux notables. Les aristocrates sont partis, c'est des bourgeois qui ont acheté les châteaux. Alors les bourgeois disent, voilà comment il faut voter. Résultat, sur les 750 membres de la nouvelle Assemblée, cette nouvelle Assemblée qu'on aurait dû appeler la Constituante numéro 2, puisque une Constituante c'est fait pour faire une Constitution et qu'il y a une Constitution républicaine à faire maintenant. Mais on n'avait pas encore l'idée de répéter constituante, ça c'est réservé pour des conciles, de mettre un numéro 1, Vatican I, Vatican II. Alors on avait trouvé, à cause de l'américanisme en vogue, on avait trouvé un mot anglais, convention, mais les Français ne savaient pas, alors ils disaient tous convention, hein, alors c'est entendu en faire une convention. Alors pour les élections à la convention, pour les 750 membres, alors que toute la France rurale et artisanale vote, sur 750 membres, il y a 2 représentants de la classe ouvrière. Il y a un cardeur de laine de Reims qui s'appelle Armonville et un ouvrier armurier de Saint-Étienne qui s'appelle Noël Pointe. C'est tout. Tout le reste, c'est des bourgeois, c'est des notables. Avec les Girondins qui sont là plus virulents que jamais et avec les anciens de la Constituante qui cette fois ont le droit de se présenter. Alors on voit reparaître le Boissy d'Anglas, le Sieyès, en fait tout le vieux personnel est là. Et oui, on met en place le suffrage universel et le peuple renforce le pouvoir des bourgeois à l'Assemblée nationale. Le peuple était peu éduqué à cette époque, mais je ne crois pas que notre Assemblée nous représente bien plus aujourd'hui. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Je vais maintenant aborder le 3e niveau d'organisation politique correspondant aux différentes formes de démocratie. Mais juste avant, je vais revenir sur 2 exemples de démocratie directe, mais incomplète, qui se sont mises en place dans le passé.
Tout d'abord, Athènes. Cette cité-État fut un parfait exemple de ce vers quoi nous pourrions tendre aujourd'hui. Ce n'était qu'une démocratie partielle, car sur les 250 000 habitants, seuls 40 000 avaient le statut de citoyen, les femmes, les esclaves et les métèques étant exclus des institutions politiques. Cependant, elle mêlait subtilement un conseil de 500 citoyens tirés au sort chargés de préparer les lois, et le vote des lois par un quorum de 6 000 citoyens. Ces derniers avaient également la possibilité de prendre la parole et de faire des contre-propositions. Les pouvoirs exécutifs étaient eux attribués à des citoyens élus, tandis que la présidence de l'État athénien était attribuée à tour de rôle pour 24 heures à un membre de la boulée tiré au sort en alternant entre les 10 tribus athéniennes. Enfin, le tribunal était constitué de citoyens tirés au sort. Bien sûr, cela semble impensable pour un État-nation. En simplifiant le nombre d'électeurs français à 40 millions et en gardant les mêmes proportions, on pourrait imaginer une, ou plutôt des assemblées regroupant 500 000 citoyens tirés au sort, préparant les lois qui devraient être votées par un quorum de 6 millions de Français qui pourraient prendre la parole et faire des contre-propositions à tout moment. Ça donne le vertige. Mais nous y reviendrons juste après le deuxième exemple qui est la piraterie. En effet, les équipages pirates étaient organisés de manière démocratique sur plusieurs aspects. Ils votaient à la fois pour choisir le capitaine, mais également pour choisir le contremaître qui servait de contre-pouvoir au capitaine. De plus, la répartition des gains était faite selon des conditions préétablies par l'ensemble de l'équipage. Ainsi, le capitaine gagnait rarement plus que 2 fois la somme attribuée aux autres pirates. Leur organisation nous montre qu'il est donc possible de répartir la richesse de manière démocratique et qu'il est important de prévoir un contre-pouvoir. Mais passons de suite réellement au troisième niveau d'organisation politique et à ses différentes formes, la démocratie. Je vous ai dit précédemment que ce terme avait été dévoyé en appelant démocratie représentative ce qui se trouve être en fait une oligarchie. Mais je crois qu'il est possible de mettre en place une réelle démocratie s'appuyant sur des représentants. Il existe probablement de nombreuses formes de démocratie, mais je vais en présenter 4 ici, pour ne pas être trop long et pour parler de ce que je connais. Tout d'abord donc, la démocratie représentative. Je mets de côté les pouvoirs exécutifs et judiciaires sur lesquels je reviendrai dans de futures vidéos. Concernant le pouvoir législatif, il n'y a rien d'impossible à ce que nous ayons une assemblée qui prenne en compte la volonté de l'ensemble des citoyens pour rédiger ces lois, sur l'exemple de la démocratie athénienne, c'est-à-dire en tirant au sort des citoyens pour cette tâche, afin d'avoir toutes les fractions de la société représentées. Le nombre de citoyens tirés au sort resterait à discuter. 500 000 serait certainement beaucoup trop, et 500 trop peu selon moi pour un pays de 65 millions d'habitants. Un système de démocratie représentative implique un vote des lois par là ou les assemblées parlementaires. Nous avons vu que les Grecs savaient effectuer ces votes à 6 000 ou plus, et je suis persuadé que nous en serions également capables à notre époque. Je pense donc que nous pourrions tirer au sort 15 000 citoyens qui travailleraient sur les nombreux sujets inhérents à la complexité d'une nation, en se répartissant par exemple en 150 assemblées de 100 citoyens travaillant chacune sur un projet de loi durant le mandat des tirés au sort et en votant avec un quorum fixé à 5 000 les différentes lois proposées. Dans le cas de tirer au sort, les mandats seraient plus courts que celui des représentants actuels pour ne pas les priver trop longtemps de leur métier et pour que la rotation régulière et fréquente limite la corruption. En imaginant un mandat de 6 mois, il y aurait en 60 ans près de 2 millions de personnes tirées au sort. Nous aurions donc tous une chance sur 30 environ d'être un jour appelés à participer à l'écriture et au vote des lois. Aujourd'hui, cette probabilité est plus proche d'1 sur 15 000. En gardant une assemblée dont le rôle est de rédiger les lois, un second modèle de démocratie a été pensé. Il s'agit de la démocratie liquide. Il s'agit d'un système intermédiaire entre une démocratie représentative et une démocratie directe. Dans ce cas, nous élisons toujours une assemblée qui rédige les lois, mais nous les votons nous-mêmes. Dans une démocratie directe, nous voterions directement et individuellement. Dans cet exemple, la loi serait adoptée car le pour l'emporte. Dans une démocratie liquide, nous avons le choix de voter directement, auquel cas notre vote compte pour une voix, mais il est aussi possible d'attribuer sa voix à une personne de confiance qui peut à son tour attribuer ses voix à une autre personne de confiance, comme indiqué avec les flèches blanches. Dans ce cas, le vote compte comme autant de voix que de personnes faisant confiance au votant. Dans cet exemple, il y a égalité parfaite entre le vote pour et le vote contre. Nous pourrions donc envisager qu'il faille revoter. Ces votes sont transparents et il est possible de récupérer notre voix dès lors que nous ne nous jugeons plus en accord avec la personne originellement de confiance. Par exemple, dans le cas de ce vote, la personne ayant voté contre se voit retirer des voix et lors du deuxième vote, la loi est adoptée avec 8 voix pour et 3 voix contre. Cette méthode prend en compte 2 choses essentielles selon moi. La taille du pays et la quantité de textes législatifs associés qui empêchent de pouvoir prendre part soi-même à chaque vote, et la volonté des gens qui souhaiteraient ne pas avoir à consacrer du temps à ces tâches. Une troisième forme de démocratie, la démocratie délibérative. Celle-ci est plus basée sur un principe qu'un changement de forme des institutions. Il est ici question de mettre en avant les discussions entre citoyens dans l'étape qui précède la prise de décision. Il faut donc plus délibérer et la plupart des désaccords devraient disparaître. C'est un peu ce qui était observé dans l'Agora à Athènes où les gens discutaient pour forger leur opinion avant de se rendre à l'Ecclésia pour voter. Ce principe de délibération est selon moi essentiel pour obtenir des lois approuvées et respectées par l'ensemble des citoyens. Dans cet exemple, les discussions au sein de l'Assemblée et parmi la population laissent apparaître un besoin potentiel d'une nouvelle loi. Des membres de l'Assemblée rédigent alors une loi qui est soumise à discussion. Au départ, l'Assemblée est plutôt pour cette nouvelle loi alors que la population est plutôt contre. À l'issue des échanges, la population se révèle être contre, et l'Assemblée elle aussi, prenant note des arguments de la population, et ses membres ayant débattu entre eux. Elle finit par se raviser et par rejeter cette nouvelle loi lors du vote. La dernière forme de démocratie est la démocratie directe. Dans sa forme idéale, chaque citoyen peut participer à la rédaction et au vote de chaque loi. Cela est très contraignant et je pense pour ma part qu'elle n'est possible que pour des petites communautés de quelques milliers de personnes ou pour la rédaction à l'échelle nationale de quelques lois seulement chaque année, ralentissant ainsi énormément la vitesse de réforme de l'État.
Quelle que soit la forme de démocratie choisie, si l'on veut que les lois soient rédigées et votées dans de bonnes conditions, il faut accepter que cela prenne plus de temps qu'aujourd'hui. Par ailleurs, pour pouvoir impliquer chaque citoyen, il faut que la population soit bien éduquée et instruite et qu'elle dispose d'un système d'information efficace. Pour ma part, je pense qu'il faudrait une démocratie délibérative, représentative et liquide, avec des citoyens qui disposent de lieux pour délibérer sur les sujets de société, pouvant être tirés au sort pour rédiger des lois, dont le vote est remis entre les mains de l'ensemble de la population par un vote direct ou indirect, c'est-à-dire liquide. La démocratie directe me semble quant à elle trop peu performante à l'échelle d'une nation et uniquement envisageable dans un monde sans frontières, ou au contraire avec des millions de petites communautés. Dans le cas où des États-nations persisteraient, les petites communautés seraient trop faibles selon moi pour résister économiquement, militairement ou culturellement à leur influence. Passons enfin au quatrième mode d'organisation qui ne sera selon moi envisageable qu'après avoir connu une période de démocratie réelle comme décrite précédemment. Il s'agit de l'anarchie, c'est-à-dire l'absence de pouvoir. Loin d'être le Bronx complet, il me semble au contraire qu'il s'agit de l'harmonie ultime. Une société dans laquelle la population est tellement bien éduquée, où la tolérance est telle, que les relations entre individus sont sans contrainte législative. Je n'en dirai pas plus car nous en sommes tellement loin que j'ai moi-même du mal à intellectualiser une telle société plus en détail. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires sur une telle société, et si j'ai l'inspiration, j'essaierai d'en reparler à une autre occasion. Voici donc un petit résumé des différentes formes de pouvoir. Elles sont selon moi en adéquation avec le niveau d'éducation et de prospérité d'une société. Pour résumer, au plus bas nous avons la tyrannie et au plus haut l'anarchie. Entre les deux, de nombreux systèmes politiques existent, allant de la monarchie en passant par différents systèmes oligarchiques et démocratiques plus ou moins aboutis. Nous nous situons aujourd'hui au milieu du gué, j'espère que nous serons tendre très prochainement vers une vraie démocratie représentative, qui est selon moi la prochaine étape logique et positive, à moins que nous ne retournions peu à peu vers une oligarchie autoritaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser un pouce vers le haut ou vers le bas, vous abonner ou me suivre sur Facebook. Dans tous les cas, profitez de la vie, cultivez-vous et partagez vos connaissances et le monde sera plus agréable. A très bientôt. Il y a des trucs on est vachement balèze, hein. Pour tout, mais il y a des trucs on est vachement... Il y a des trucs... Si. En politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française, hein. On est parmi les plus balèzes du monde.